Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, changement de décor pour ceux qui étaient là tout à l'heure. On va parler climat et économie. Donc, avec Christian Depertuis, qui est l'auteur d'un roman qui est vraiment très haletant, qui s'appelle Le complot climatique. Et donc avec Frédéric Surville, qui est notre acteur local, qui est médecin et qui est surtout spécialiste du climat, particulièrement de la météo, puisqu'il fait beaucoup de documents historiques et de recherches sur le climat, mais particulièrement à la fin du XVIIIe siècle. On vous expliquera tout à l'heure ce qui l'a amené jusque-là. Donc Christian Depertuis, merci beaucoup d'être avec nous. J'ai lu votre roman, j'avoue, avec beaucoup de plaisir. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Je pense que vous, j'imagine qu'autour de vous, il y a plein de gens qui ont dû être assez surpris. Un enseignant spécialisé dans l'économie comme vous êtes à Paris-Dauphine, on n'imagine pas que vous avez envie d'écrire un roman comme celui-là. Moi, j'ai presque envie de vous poser tout de suite une question, est-ce qu'il y aura la suite ? En fait, on suit une équipe de jeunes qui sont à l'université Paris-Dauphine, qui en fait sont en train de finir leurs études d'économie, et particulièrement ils étudient les conséquences ou les causes et conséquences de l'économie sur le changement climatique. Et c'est vrai que ce roman nous fait passer vers plusieurs personnages qui sont assez intéressants parce qu'ils ont des expériences complètement différentes. Donc ils finissent leurs études, ils s'en vont chacun faire des stages dans des domaines divers, et puis autour de tout ça il y a une intrigue, et puis beaucoup de clins d'œil à tout ce qui se passe aujourd'hui. Et ça nous amène même jusqu'à COP21, donc, qui est la grande réunion dont on parlait tout à l'heure, qui aura lieu à Paris sur le climat en décembre 2015. Donc c'est vrai que c'est une véritable histoire, mais qui, par moments, on se demande si on est dans un roman ou dans la réalité. Est-ce que vous avez eu cette impression vous aussi ? Comment vous avez bâti ce roman en fait ? Alors, avant de vous dire comment je l'ai bâti, je vais peut-être vous dire pourquoi je l'ai fait, parce que effectivement c'est une expérience personnelle d'abord assez nouvelle. Alors tout simplement, moi j'avais déjà fait 9 bouquins d'économie, et dont plusieurs restent traduits aux États-Unis, et j'ai eu l'impression à un moment qu'au fond, mes bouquins c'était les économistes par les économistes, et pire que ça, les économistes du changement climatique parlent aux économistes du changement climatique. J'ai eu l'impression qu'on était un peu dans un petit monde fermé, consanguin un peu. Donc je me suis dit, il y a peut-être d'autres façons de parler des questions qui rattachent le climat et l'économie. Et une façon intéressante, c'est peut-être de s'adresser à des lecteurs en leur racontant une histoire. Et je pense que chacun d'entre nous, par rapport au changement climatique, on réagit évidemment avec notre capacité de raisonnement, mais aussi on réagit en fonction de nos émotions, on réagit en fonction de l'histoire personnelle qu'on a eue, on réagit très souvent aussi en fonction des rapports personnels qu'on a eus avec la météo. Donc c'est un peu tout ça qui m'a poussé à écrire un roman. Alors ensuite, une fois que la décision est prise, bon... Il y a l'angoisse de la page blanche, parce que faire un bouquin d'économie, bon, je sais à peu près faire, faire un roman, je ne savais pas très bien. Bon, donc, il faut se lancer. Et je vous dis tout de suite, pour moi, ce qui est le plus difficile, c'est 2 choses. La première, c'est de faire des dialogues. C'est vrai, dans un bouquin d'économie, c'est peut-être très bon. Et alors, les dialogues, quand je faisais des dialogues entre 2 profs, bon, à peu près, les dialogues entre des étudiants, entre des jeunes de 20 à 25 ans, mais j'ai mis 6 mois à apprendre comment est-ce que je peux faire des dialogues entre 2 jeunes, parce que chaque fois que je faisais un lire, bon, je vais commencer par mes enfants pour pas être trop ridicule et sérieux, bon, mais non, c'est pas du tout ça. Donc ça c'était le premier truc, et puis ensuite j'avais l'idée que, il faut une histoire, mais c'est surtout des situations, un roman. En fait, pas du tout. Un roman, d'abord, on crée des personnages. Et là... vous les connaissiez, ces personnages, non. Un petit peu ? Pas du tout. Non. Alors, c'est pour ça que je me suis un peu, comment dire,
au début, je me suis un peu raccroché au réel, donc je démarre à Dauphine, parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de démarrer un truc dans un environnement que je connais, etc. Puis après, on reste pas qu'à Dauphine, il ne faut pas croire que c'est... Après, on va à Manaus, on va à New York, on va à Rio de Janeiro, on va dans plein d'endroits. Bon, mais ça devient un truc absolument passionnant, parce que vous parliez de la réalité et du roman, mais au bout d'un moment, quand vous faites votre roman, la réalité, c'est le roman, c'est plus comme... En fait, vous avez quand même envie de nous parler de climat. Ouais, voilà. Et puis alors après, évidemment, dans pas mal d'endroits, j'ai voulu parler de questions climatiques, mais en langage simple, dans des situations simples. Je vais vous donner un exemple, si vous m'autorisez. C'est l'exemple sur les marchés de permis d'émission, les marchés de quotas de CO2. On dit toujours, hein, les marchés de quotas de CO2, c'est compliqué. Eh bien, je me suis dit, prenons une situation. La situation, c'est qu'on prend un apéritif dans une banlieue à midi, et il y a un personnage qui arrive, là, c'est pas un personnage premier du roman, mais c'est un personnage quand même important dans le roman. Elle est patronne de bistrot. Et elle entend des jeunes étudiants qui parlent de marché de permis. Et elle croit que c'est un marché noir des permis de conduire. Donc elle se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un marché noir des permis de conduire. Alors, à ce moment-là, le gars dit, non, c'est pas ça, on parle de marché de permis d'émission. C'est quoi ça, un marché? Elle a un comptoir à Stalingrad, enfin, Stalingrad dans la banlieue de Paris. Alors, du coup, on lui explique, ben non, un marché de permis, on met un quota, un plafond à la pollution, et ensuite, une fois qu'il y a le plafond, il y a un prix, parce qu'il y a un coût, et du coup, ça fait apparaître un prix du CO2. Et voilà, la fille, elle dit tout de suite, la patronne de bistrot, elle dit, mais oui, je comprends très bien, c'est très malin ce truc, c'est comme à Rungis. Aux arrivages, quand il n'y a pas de produit, le prix monte, etc. Elle dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas l'appliquer à d'autres domaines que la pollution, par exemple? Oui, donc c'est aussi donc c'est une façon aussi de dire, d'une façon plus imagée, plus simple, des choses qu'on traite souvent uniquement entre gens qui se croient experts, on va dire. Ouais, bon. Et je pense que Simone, qui est la patronne de bistrot, finalement, a compris le marché des quotas plus rapidement que les différents ministres de l'Environnement, qui j'ai expliqué successivement depuis 7 ou 8 ans. Et croyez-moi, comme il y a un turnover, j'ai expliqué pas mal de fois. Donc en fait, c'est un peu un polar, hein, ce bouquin. Il se passe plein de choses, il y a des gens qui meurent. Enfin bref, c'est vraiment un roman, un policier climatique. C'est un peu une première. Je sais pas, s'il existe d'autres romans de ce type-là. Et on apprend beaucoup de choses, et justement, comme dit M. Despertuis, c'est vrai que c'est assez pédagogique, on comprend. Parce qu'en fait, il faut que je complète quand même ma présentation. Christian Despertuis, un expert, hein, il est également à l'origine de la taxe carbone. Donc il connaît bien le sujet, et du coup, il nous emmène dans tous ces pays, et il nous parle des conséquences de l'économie sur le climat. Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message dans votre livre, avec ces personnages un peu hauts en couleur? Je vais donner des exemples, hein, parce que alors, en plus, ce qui est compliqué, comme c'est un roman policier, vous l'avez compris, il ne faut surtout pas que je vous raconte l'histoire qui est meurtrier. Et c'est ça. Mon éditeur m'a bien expliqué, donc il faut faire très attention. Hein, parce que après, le truc, c'est qu'il faut lire le bouquin pour connaître l'histoire, les meurtres et la victime, qui, je crois, est découverte au chapitre 26, si je me souviens bien. Alors, exemple. Je crois que dans la conférence sur le climat qui va avoir lieu à la fin de l'année, en décembre, à Paris, l'une des très grandes difficultés, et qu'on a vu dans toute la négociation climatique depuis le début, hein, ça a démarré il y a 25 ans, bon, moi je me suis mis dedans il y a une dizaine d'années, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer les pays pétroliers dans un accord climatique, parce que vous voyez bien que les pays pétroliers tirent aujourd'hui la grande majorité de leurs ressources de l'extraction et de l'exportation du pétrole, et que si on fait un accord climatique qui limite drastiquement l'usage du pétrole, ces pays-là, à moyen terme, ils ont une sacrée mutation à faire. Alors, dans le roman, j'ai introduit deux personnages. Il y a un étudiant qui s'appelle Ali, qui est... je sais pas si on peut... Oui, c'est un personnage très important, hein, c'est un jeune azéri.
Donc il vient de l'Azerbaïdjan. C'est un type qui a eu une histoire épouvantable. Je ne la raconte pas, bien évidemment. Mais il a eu une histoire épouvantable parce que vous savez qu'en Azerbaïdjan, au moment de l'indépendance, il y a eu des pogroms contre les Azéris et comment s'appelle le pays, les Arméniens. Bon, et il fait une thèse sur quoi? Il fait une thèse sur changement climatique et développement des marchés pétroliers. Et comme c'est un roman, bon, je ne vais pas poser la question de... Eh bien, il a la chance d'aller à un stage qu'il fait en Azerbaïdjan dans un fonds souverain qui essaie de gérer les surplus pétroliers pour diversifier. Et il rencontre qui là-bas? Il rencontre un ministre du pétrole qui en fait essaye de sortir son pays de la rente énergétique et qui n'arrive pas. Donc à travers ces personnages, en fait, j'essaie de montrer combien c'est compliqué, mais aussi combien c'est important de comprendre la question du changement climatique depuis un pays pétrolier. Et pour bien enfoncer le clou, j'imagine une conférence climatique qui se tient à Bakou. Oui, c'est important. J'imagine. Et donc, je mets en scène, comme ça se passe en vrai, parce que moi, j'ai jamais été négociateur, mais j'ai été à toutes les conférences climatiques de l'ONU, entre celle de Montréal, qui était 2004, et celle de Copenhague, 2009. Alors, je mets en scène les différents négociateurs et je montre comment ça se passe en vrai, les négociations climatiques, et je le fais volontairement dans un pays pétrolier avec une thématique, c'est comment est-ce qu'on peut intéresser ces pays pétroliers. Alors, est-ce que c'est complètement de la fiction? Pas tout à fait. Ouais. Pas tout à fait, parce qu'il y a eu une vraie conférence climatique à Doha il y a 3 ans. Hein, et tout le monde a dit que c'était une conférence qui, effectivement, a très mal fonctionné parce que la vérité, c'est qu'il y avait beaucoup trop d'odeur de pluie de pétrole. Alors, je dis encore un petit mot sur Bakou, si vous le voulez bien, c'est que, et c'est là, vous voyez, on mélange différents niveaux. Le lendemain de la conférence, au petit matin, sur une belle petite crique de Bakou, qu'est-ce qu'on trouve? Un cadavre. Un cadavre. Et alors, donc, on va dans des pays pétroliers, mais vous nous emmenez aussi en Afrique, vous nous emmenez dans des pays où il y a des problèmes différents. Peut-être on peut dire deux choses. Et là encore, ça peut se rejoindre directement avec la question de la négociation climatique. Il y a une toute petite partie du roman qui se passe au Cameroun, oui. À Ezeka. Ezeka, je pense que pas grand monde ici connaît Ezeka. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Ezeka une fois. Hein, Ezeka, c'est un tout petit bourg qui est situé, en gros, à mi-chemin entre Yaoundé et Douala, qui sont les deux principales villes du Cameroun, et c'est dans la partie de forêt tropicale humide. Bon, et pourquoi est-ce que alors, je ne raconte pas le détail de l'histoire, mais pourquoi est-ce que j'ai fait cette scène à Ezeka? C'est parce que moi, j'ai passé une semaine dans un petit village dans cette région, et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que le long des routes, on déforestait, mais ce n'était pas des grandes sociétés capitalistes qui déforestaient, c'était des villageois qui déforestaient et qui faisaient même de l'huile de palme dans des pressoirs communaux, vous voyez, qui sont financés par de l'épargne locale pour du développement. Alors, évidemment, j'y étais pas pour le boulot, hein, j'ai pratiquement une deuxième famille qui est une famille camerounaise, donc j'étais là-bas, et donc j'ai discuté avec les gens, et les gens disent, ben oui, mais si tu veux, pour nous, c'est quoi les alternatives? L'alternative, c'est soit les jeunes qui partent dans la 3e ceinture du bidonville autour de Yaoundé, ils n'auront pas de boulot, ils vont commencer à boire, se droguer, ou alors, on prélève sur la forêt. Donc c'est cette question-là de la déforestation que j'ai voulu introduire par cette situation-là, et par une autre, à Manaus, au cœur de la forêt amazonienne, où là, on a un autre type de déforestation. Donc, Afrique et Brésil, vous voyez, pour montrer le volet très important de l'enjeu climatique sur la façon dont on utilise les sols, et notamment dont on est capable de concilier de la production alimentaire, des activités économiques en milieu rural et la protection de la forêt et de la biodiversité. C'est un enjeu majeur pour la conférence qui va venir. Ouais. Et puis, si vous m'y autorisez encore, mais vous me dites si je suis trop bavard. Le risque que vous prenez en invitant un prof de fac, c'est qu'il est trop bavard. Alors, je vous donne un autre exemple. Il y a deux chapitres qui se passent à New York.
dans Manhattan, et c'est lié à d'horribles financiers. C'est vraiment. Oui. Alors, Là, non, ils sont presque caricaturaux tellement ils sont méchants. Bon, mais c'est un roman. Hein. Bon, mais pourquoi est-ce que j'ai fait cette partie-là sur Manhattan? Bon, alors il y a toute une histoire que je ne raconte pas, mais qui est assez sympa quand même, avec quelques soirées. Il vous donne envie quand même. Voilà, j'essaye. Hein. Là, il vous tente. Bon. Il y a une malheureuse fille qui vient du master de Dauphine qui a été envoyée en stage dans ce milieu-là, et elle pensait que c'était vraiment le formidable d'aller travailler dans le silence, et elle découvre un milieu abominable, macho. Elle ne peut pas être toute seule dans un couloir sans se faire plotter, enfin c'est atroce. Bon. Et son big boss est encore pire que les intermédiaires. Alors, pourquoi est-ce que j'ai rentré ce truc-là? C'est parce qu'il y a un volet très important derrière ça. C'est le volet comment est-ce qu'on peut organiser différemment la finance et faire en sorte que demain la finance n'aille pas s'investir comme c'est par exemple dans le roman sur des usines qui sont destinées à transformer du charbon en carburant liquide, mais à mettre des moyens de financement pour la transition bas carbone, hein, pour concilier justement le développement et la protection du climat. Ouais. Est-ce que le changement climatique peut nous aider à sortir de la crise, Christian Depertuis? Bon, là, vous faites allusion à un autre bouquin que j'ai fait, parce que c'est le titre d'un bouquin précédent. Tout à fait. Alors, bon, moi, mon job, c'est quoi, si vous voulez? Depuis, donc je vous disais tout à l'heure, hein, depuis 2002, je n'étais pas du tout un économiste de l'environnement à l'origine. Moi, j'ai fait 10 ans dans l'agriculture, donc 5 en pays en voie de développement. J'ai fait plutôt 10 ans dans la prospective, des trucs comme ça. Bon, et je suis tombé dans le climat en 2002. Bon, et maintenant, je pense que, au fond, et ça rejoint un peu la table ronde qu'il y avait avant, si on réfléchit bien, une question centrale dans notre société, c'est comment est-ce qu'on peut faire rentrer dans le fonctionnement de l'économie les questions du capital naturel. C'est quoi le capital naturel? C'est pas uniquement des stocks de ressources, mais c'est des cycles de reproduction naturelle. Donc c'est le cycle du climat, c'est le cycle de l'eau, c'est la biodiversité, c'est tout ça. Alors, ce qu'on essaie de... Et depuis 5 ans, j'ai monté une chaire, on fait que ça. Et moi, je pense que la question essentielle, aujourd'hui, c'est que notre système économique, les initiatives, excuse-moi, je reprends, les initiatives volontaires, les initiatives citoyennes, celles dont on a parlé tout à l'heure, c'est évidemment fondamental. C'est très bien, et je pense que ça ne suffira pas. Je pense que notre économie fonctionne avec, elle donne une valeur zéro ou quasi zéro à la protection de la nature. Elle donne une valeur zéro à la protection du climat. Alors qu'elle donne une valeur au pétrole, elle donne une valeur au charbon. Pour le climat, elle donne une valeur au carbone qui est sous nos pieds, hein, dans les mines de charbon, les puits de pétrole, les puits de gaz. Mais quand on utilise ces fossiles, et que, je rappelle, 75% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est lié à l'utilisation de l'énergie, quand on envoie le CO2 dans l'atmosphère, il n'a plus de valeur, on met zéro. Et moi je pense que tant qu'on va continuer comme ça, on va émettre beaucoup trop de gaz à effet de serre. Il faut donc changer le fonctionnement de l'économie, il faut faire rentrer une nouvelle valeur dans l'économie, et pour moi cette nouvelle valeur c'est quoi? Eh bien c'est de faire en sorte que demain dans notre économie, chaque fois qu'un acteur, que ce soit une multinationale, un acteur local, un ménage, une collectivité territoriale, un industriel, chaque fois qu'il émet une tonne de CO2, il faut payer un coût, il faut mettre un prix à ce CO2, parce que ce CO2, qu'est-ce qu'il fait? Son accumulation dans l'atmosphère, elle menace la stabilité du climat demain. Et si on ne met pas cette valeur très vite dans le fonctionnement de l'économie, on va émettre beaucoup trop de CO2, et donc on va avoir un dommage considérable pour les générations futures, et ce dommage, personne ne le paye aujourd'hui. C'est ça, vous voyez, ce qu'on essaye de faire, et c'est ça ce que je vais essayer de mettre en ordre. Comment vous allez faire pour dire aux gens il faut taxer encore? Parce que c'est vrai, quand on dit des taxes, aujourd'hui, je crois que tout le monde, c'est un gros mot presque. Oui, bah, j'en ai pas mal entendu parler. Bien évidemment, ce que je vous dis, c'est il ne faut pas ajouter des taxes, il faut modifier les taxes. C'est-à-dire que je prends le débat sur la taxe carbone en France. Après, on dira 2 mots peut-être sur le prix du carbone au niveau international. Sur la taxe carbone en France, il est clair que n'importe quelle politique, qu'il soit de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs, si il va au poste et qu'il dit, ben voilà, pour le changement climatique, je vais vous rajouter une taxe, je ne vous fais pas un dessin.
C'est jamais ça que je promeus, et c'est pas du tout ça que je promeus dans mes ouvrages. Ce que je promeus, c'est une fiscalité, ou plus exactement une tarification environnementale de substitution. C'est-à-dire, c'est une tarification environnementale qui permet de faire baisser d'autres impôts ou d'autres charges. Je m'explique. Et là, vous allez voir, on peut avoir deux bénéfices, et je vais répondre à votre question, est-ce que ça permet de sortir de la crise économique? La réponse est, c'est pas systématique, mais si on le fait bien, oui. Comment? 1. Si je mets un prix, je prends le cas du climat, mais ça peut s'élargir à d'autres pollutions. Si je mets un prix au CO2 suffisamment élevé, je vais avoir un effet incitation pour tous les acteurs qui émettent du CO2, ben les biens qui comportent des émissions ou les processus de production qui font émettre du CO2 vont devenir moins rentables, donc on va les abandonner. Donc on va avoir un effet écologique, un premier dividende écologique bénéfique, un dividende climatique. Si je mets par exemple une taxe je connais un peu le truc, donc je connais les ordres de grandeur, si je mets une taxe CO2 qui est de 22 € la tonne de CO2, je rapporte 4 milliards à Bercy, un peu plus, 4,5. Avec ces 4,5 milliards, je peux diminuer d'autres impôts. Si avec ces 4,5 milliards, par exemple, je baisse les impôts qui pèsent sur le coût du travail, qu'est-ce que je fais? D'un côté, je taxe la pollution, de l'autre côté, j'accrois l'efficacité et la compétitivité de mon économie en abaissant les coûts sociaux. Et moi, en tant qu'économiste, je pense qu'aujourd'hui, la France a un problème de compétitivité coût, pas du tout par rapport à la Chine ou à l'Inde, elle a un problème de compétitivité coût à l'intérieur de l'Europe. Hein, entre l'Espagne, l'Italie et le Portugal, c'est pas nouveau, c'est vulnérable, mais surtout aujourd'hui, les coûts sont inférieurs en Allemagne qu'en France. Donc moi je pense que, oui, avec le maniement des instruments économiques intelligents, je peux taxer la pollution et grâce à cette taxation de la pollution, baisser les impôts ou les charges qui pèsent sur les facteurs de production, le travail et le capital. Et là, si je fais mon opération correctement, je n'augmente pas les impôts, je les redistribue. Mais c'est de la redistribution, c'est pas de l'addition. Et je le redistribue d'une façon qui est, je crois, plus efficace économiquement, pour deux raisons. La première, c'est que ça me permet de réduire certains coûts. La deuxième, c'est que je pense que ça met une incitation forte à l'investissement. Et dans l'incitation à l'investissement, il y a l'incitation qui est donnée à trouver des solutions alternatives à tout ce qui est pollution. Et puis il y a aussi une incitation qui est, je dirais, de nature citoyenne. C'est quand même plus facile de développer des entreprises, des projets qui vont réduire les émissions de gaz à effet de serre et construire un projet collectif de meilleure insertion de notre société dans le capital naturel que de continuer à polluer comme on le fait. Donc justement, ça me permet de passer la parole à Frédéric Surville. Donc quand je vous parlais de pollution, de changement climatique et tout ça, vous n'étiez pas sceptique, mais vous avez la chance d'habiter une maison qui était en fait la maison de quelqu'un qui était spécialisé dans les relevés météo dans les fins 18e. Donc vous êtes passionné pour ça, et vous avez découvert que finalement, des problèmes de météo, donc vous venez de sortir un livre sur Xynthia, vous avez encore d'autres romans, je crois, en cours. Voilà. Vous me disiez que finalement, quand on regarde ce qui s'est passé avant, finalement, il y a eu aussi ce genre de phénomène météo et que ce n'est pas forcément dû que à la pollution. Alors, je crois que d'abord, le discours que vous tenez, vous le raccrochez au changement climatique. Je crois que je le raccrocherais plutôt au problème de pollution. Parce que le changement climatique, certes, l'activité anthropique et l'émission de gaz de CO2 jouent dans le réchauffement, mais il y a des tas de paramètres qui jouent sur le climat, à savoir l'activité solaire, à savoir les oscillations nord-atlantiques des courants maritimes, à savoir toute une série de paramètres. Et donc le CO2 est un de ces paramètres sur lesquels effectivement on a des impacts qui sont directs et la traduction, c'est surtout le problème de pollution, mais ce n'est pas le seul paramètre. Et quand on regarde l'histoire du climat sur des profondeurs historiques, on a eu des périodes glaciaires, interglaciaires, avec des variations très très importantes. Et si on se ramène simplement à l'échelle humaine des derniers millénaires, on a eu des périodes au moment du Moyen-Âge où il y a des températures peut-être un peu légèrement supérieures à ce qu'ils faisaient en France. Ensuite, on a eu une période
glaciaire, enfin, le petit âge glaciaire au XVIIIe, on a un petit réchauffement. Là, on a une accélération, c'est vrai, mais par rapport à l'échelle du temps, sur un point de profondeur historique, c'est vrai que il ne faut pas crier au loup trop vite. On a raison sur le plan de la pollution, je suis tout à fait d'accord. Vous disiez que la montée des eaux, il y avait déjà eu aussi ça. L'autre élément par rapport au discours qui est tenu sur le réchauffement climatique, c'est avec les derniers événements climatiques extrêmes qu'on a pu avoir. Je pense à Martin et Lothar, les tempêtes qu'on a eues en 99, à la tempête Xynthia. On dit attention, vous voyez, c'est la preuve du réchauffement climatique, on a des catastrophes qu'on n'avait pas. Alors, il se trouve effectivement, j'ai eu l'occasion de travailler sur les documents d'un météorologiste Rocher au XVIIIe, qui s'appelait Lamberts, et qui a tenu un journal météo entre 1784 et 1801. Et sur cette période-là, on se rend compte qu'on a des événements extrêmes qui sont au moins aussi graves, voire plus importants que ceux qu'on a eus. On a par exemple en 1784 une tempête qui est un copier-coller de la tempête Martin, avec des cheminées abattues, des arbres renversés, des bateaux qui sont naufragés. Enfin, et en termes de pression atmosphérique, on a la chance d'avoir pu reconstituer avec Météo France ces données. On a vu que cette tempête-là, pour prendre cet exemple, était plus sévère, au moins aussi sévère que celle de Martin. Pour ce qui est de Xynthia, c'est encore plus frappant. Alors, Xynthia, donc 2010, sur les côtes charentaises, et à l'époque, 53 morts, et à l'époque, les élus nous expliquent que c'est du jamais vu, que rien, c'est... Bon. Et en fait, un certain nombre d'historiens avec lesquels on avait collaboré nous disent mais on en a eu en 57, on en a eu en 41, on en a eu en 40, en 1924, et en regardant un petit peu avec les autres historiens, on s'est rendu compte que c'était un phénomène récurrent. La seule différence, c'est qu'à l'époque, l'urbanisation n'était pas ce qu'elle était, n'était pas aussi proche de la mer, ce qui fait que l'impact de ces submersions ne touchait que les terres agricoles. Donc, c'est histoire de dire simplement que des phénomènes extrêmes qu'on a tendance à rattacher au réchauffement climatique, attention, il faut avoir une profondeur suffisante pour l'affirmer. Si effectivement on a des cyclones de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses, à ce moment-là, on pourrait y aller. Mais aujourd'hui, les historiens du climat estiment qu'on n'a pas la profondeur suffisante pour se prononcer. Vous me parliez également des conséquences économiques que ça pouvait avoir. Donc vous avez vu ça, je crois, dans le passé. Vous me parliez de l'hiver 1788-1789. Alors, effectivement, alors là, on n'est pas sur le réchauffement, on est plutôt sur la période du petit âge glaciaire. Donc, au XVIIIe, on a eu des périodes de grand froid, et notamment la décennie 1780. Et il y a eu deux hivers particulièrement rigoureux. Il y a eu alors, un premier hiver qui a été l'hiver 1783-1784, avec des températures, sur La Rochelle je parle, qui sont autour de -10, pas ponctuellement, mais sur des périodes relativement longues. Et on a pu rattacher ce paramètre-là à un désordre externe, à savoir l'éruption au mois de juin 1783 du Laki, un volcan en Islande, qui a émis des quantités considérables de substances toxiques, de soufre et autres, qui a généré des brouillards qui ont obscurci tout le ciel européen. Et donc derrière, on a eu un été assez froid, des problèmes de récolte qui ont été abîmés par les rejets, et donc une toxicité au niveau des récoltes. Et en Islande, la moitié du cheptel au vin a été décimée, mais également des moindres productions. Et l'hiver qui a suivi a été particulièrement rigoureux. Pour rester sur l'exemple des volcans, le Tambora en 1815 ou le Krakatoa en Indonésie un peu plus tard en 1883 ont généré ce type de problème. Donc on a eu des variations de température importantes liées à des phénomènes volcaniques. L'autre hiver important, c'est celui de 1788-89. On a des températures on a par exemple à Paris 60 jours consécutifs de gel. La Seine est gelée pendant 60 jours. Ça veut dire qu'à cette époque, où on se déplace essentiellement par voie fluviale, les transports sont paralysés, les commerçants, enfin les artisans qui ont besoin de bois pour se chauffer ou pour faire travailler l'économie
mettent au chômage leurs ouvriers. Là, je ne parle pas des conséquences au niveau agricole. Et cet hiver 88-89, on va le retrouver, enfin ça va être un des paramètres qui vont favoriser les événements de juillet 89. Il faut savoir par exemple qu'à Paris, à cette période, on a 20% de la population qui sont ce qu'on appelle des vagabonds, des brigands, ce sont des gens qui se retrouvent sans emploi. Donc c'est une masse qui potentiellement va être utilisable entre guillemets par certains pour fomenter des mouvements populaires. Vous en pensez quoi, Christian Dupertuis, ou est-ce que ça vous... en fait, je pense que vous avez parfaitement raison de rappeler qu'il faut distinguer la variabilité du climat à court terme et les tendances de long terme de réchauffement ou de refroidissement. Et vous avez parfaitement raison de rappeler que on voit bien qu'il y a une interaction extrêmement forte entre ces variations des conditions climatiques et de l'activité économique. Et des exemples que vous prenez, qui je rappelle précédaient la Révolution française, sont très éloquents. Et on sait que, effectivement, dans le passé, la question du froid était terrible pour les approvisionnements alimentaires, parce qu'on ne savait pas stocker. Alors, je suis un peu plus réservé sur le début de votre propos qui disait, bon, vous avez raison sur le CO2, mais plus sur les pollutions que sur le climat. Non, pas du tout. Moi, je pense que si on regarde les grands cycles climatiques à long terme, on a aujourd'hui une information extrêmement complète qui nous est fournie par le GIEC, Groupement intergouvernemental des experts sur le climat. Le GIEC, et je le rappelle, non pas le énième centre de climatologie, mais c'est un réseau de scientifiques internationaux dont le job, qui est basé sous l'égide des Nations Unies, et dont le travail consiste à réunir le maximum d'informations sur la connaissance scientifique et le climat pour mettre cette information à destination des décideurs publics. Que nous dit le GIEC? Le GIEC nous dit que, bien évidemment, on a eu dans le passé des énormes changements climatiques, très souvent liés aussi aux éruptions volcaniques, comme vous l'avez rappelé, mais que depuis le milieu du XXe siècle, aucun modèle climatique ne peut comprendre l'accélération du réchauffement moyen, de la température moyenne à la surface de la planète, sans introduire une variable qui est l'accumulation des gaz à effet de serre, et notamment du CO2, qui est le principal gaz à effet de serre d'origine anthropique, puisque le premier gaz à effet de serre, vous savez, c'est la vapeur d'eau. Alors, je pense que ce constat, qui est un constat d'observation, sur des faits d'observation, ensuite, le GIEC nous dit, si nous prolongeons les tendances actuelles d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde, eh bien, le type de changement climatique qu'on projette va complètement sortir de ce qu'on peut savoir avec certitude, puisque c'est plein d'incertitudes, ces modèles, mais on prend des risques considérables à dépasser un réchauffement de plus de 2 degrés en moyenne. 2 degrés, c'est l'objectif. Alors, si on regarde ce qui a été fait, déjà, la température moyenne, je dis moyenne parce que quand on dit moyen, ça veut dire que ça augmente plus là où il y a de la Terre que là où il y a de l'océan. Donc lorsqu'on faut avoir en tête un réchauffement moyen de 1 degré sur l'ensemble des continents, ça veut dire plutôt en moyenne 1,5 sur les continents que sur les zones de mer et d'océan. Et puis plus vous montez en latitude, plus ça augmente. Donc lorsque vous arrivez du côté de l'océan Arctique, vous êtes plutôt dans des domaines de 4 degrés. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le GIEC? On a déjà augmenté de 1 degré depuis le début du XXe siècle jusqu'en 2010, donc ça veut dire qu'on a déjà fait la moitié du réchauffement. Et il nous dit, si la majorité des modèles dont on dispose nous disent que si on continue à simplement au niveau des émissions auxquelles on est, je suppose même qu'on arrête de les augmenter, dans la réalité on a accéléré les émissions de gaz à effet de serre depuis 2000. Si on reste au niveau où on est, on va dépasser à coup sûr les 2 degrés à partir de 2050, 2060, et après on continue. Donc, et là on rentre dans des... Donc je pense que le fait qu'il y ait eu dans le passé des tas de changements climatiques, le fait qu'il y ait de l'incertitude dans la connaissance scientifique n'est absolument pas une bonne raison pour différer l'action face aux émissions de gaz à effet de serre. Car l'incertitude, ce n'est pas le doute. Vous voyez, très souvent, les gens qui confondent incertitude et doute.
l'incertitude, c'est au cœur de la démarche scientifique. On le sait tous, hein, on est tous des enfants de Descartes. Hein. Bon, hein, on l'a appris à l'école, hein, le doute cartésien. Hein. Donc, donc, vous avez l'incertitude et le doute. L'incertitude, c'est vraiment au cœur de la démarche scientifique, mais c'est pas parce qu'il y a incertitude qu'on peut se dire, eh bien, on n'a pas besoin d'agir sur le changement climatique, car l'incertitude, elle peut être dans les deux sens. Il est possible que, effectivement, aujourd'hui, les scientifiques réunis dans le cadre du groupement intergouvernemental des experts sur le climat surestiment les dommages, mais il est possible qu'ils les sous-estiment. Et là, je voudrais juste terminer, pour ne pas être trop long sur ce point, mais c'est un point très important. Si vous regardez ce que dit le GIEC entre le premier rapport d'évaluation qui est sorti en 1990 et le 5e rapport d'évaluation qui est sorti en 2014, vous verrez que chaque fois, dans les 4 rapports précédents, le GIEC a plutôt sous-estimé les impacts du changement climatique qu'il ne les a surestimés. Donc moi je pense que, en tant qu'économiste du climat et en tant qu'auteur, j'essaye plutôt de, je ne vais pas imposer les choses, j'essaie plutôt d'alerter le lecteur ou mes étudiants sur le fait que l'incertitude et la prise de risque doivent conduire à accélérer l'action plutôt qu'à de se dire qu'on peut attendre. Donc finalement, on est un petit peu dans la même situation que tout à l'heure, moi je trouve. Vous dites qu'il faut accélérer l'action, très bien. On a l'impression effectivement qu'il se passe des choses. Il y a des scientifiques qui sonnent la sonnette d'alarme. Vous faites partie aussi des gens qui œuvraient au quotidien pour essayer de faire avancer les choses, mais on a l'impression que ça patine encore au niveau de la politique. Alors, vous qui êtes quand même un peu dans les grandes sphères, peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de bien pour décembre 2015? Est-ce qu'il va enfin signer quelque chose je pense que, qui va faire avancer? Je pense 2 choses. D'abord, quand on dit ça patine dans la politique, bon, je veux dire quand même, les politiques françaises et européennes. Non, mais là, restons dans le cas de la France. Les politiques françaises, c'est quand même nous qui les élisons, si vous voulez. Donc, quand même, il faut se poser des questions. On ne peut pas en permanence dire, ouais, c'est les citoyens qui font bien, les politiques qui font mal. Pas totalement. Moi, je pense que dire qu'ils font mal, mais on a l'impression que ça avance pas vite. Moi, je pense qu'il y a une question très importante, c'est la question du fonctionnement des mécanismes économiques et du fonctionnement des marchés. Et je pense que aujourd'hui, moi je suis économiste, je suis un petit peu déformé, je reconnais. Je pense que la vraie question, c'est que les marchés aujourd'hui, c'est très important, parce que c'est des marchés internationaux, c'est des puissances. N'importe quel décideur, qu'il soit politique ou privé, il est forcé de tenir compte du marché. Aujourd'hui, les marchés, c'est ça qui donne les valeurs aux biens et aux services qu'on achète pour la consommation, et c'est en fonction de ces valeurs futures qu'on va faire des choix d'investissement. Et dans l'énergie, les choix d'investissement, c'est des choix, dans le transport c'est encore pire, c'est des choix à très long terme. Vous voyez bien que quand on fait, je crois qu'on a fait ici un pont entre La Rochelle et l'île de Ré, hein, si je ne me trompe, hein, et le pont, vous ne le faites pas pour 3 ans, une fois qu'il est fait. Bon. Donc ça, c'est très important. Et aujourd'hui, ce système des valeurs dans l'économie, il n'intègre pas la valeur de la stabilité du climat, il n'intègre pas la valeur de la biodiversité, il n'intègre pas la valeur du cycle de reproduction de l'eau douce, et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Alors moi, ce que je dis, c'est que pour la conférence de Paris à la fin de l'année, comme pour la conférence de Copenhague ou le protocole de Kyoto, c'était pareil, la question essentielle, c'est est-ce qu'on peut faire bouger ce fonctionnement des marchés internationaux? Et je crois que pour le faire bouger, eh bien, il faudrait passer à une autre échelle, la tarification du carbone. Il faudrait avoir un système de tarification internationale du carbone. Autrement dit, mettre un prix sur les émissions de CO2 partout où on émet du CO2. Ça veut dire quoi? Parce que ça fait un peu abstrait. On émet 50 milliards de tonnes d'équivalent CO2 à peu près à l'heure actuelle. Si je mets un prix de 20 euros, 20 dollars, parce que c'est international, 20 dollars sur la tonne de CO2 émise, ça veut dire que multiplier 20 par 50 milliards, ça fait 1000 milliards. Je crée une valeur de 1000 milliards. C'est quoi la question qui se pose? C'est comment je redistribue ces 1000 milliards entre les pays riches et les pays pauvres.
C'est la question de fond. Du reste, il la pose à lui, hein, quand il fait sa soutenance de thèse, malheureux. C'est la question de fond. Vous voyez? Et c'est la même question que quand on fait, quand on met en place une taxe carbone en France. Moi, quand j'ai poussé mon comité sur la taxe carbone, vous croyez qu'on a parlé beaucoup du prix du carbone et de l'environnement? Pas du tout. Hein. Dans mon comité, j'avais la France en miniature, hein, le CGT, la CFDT, les alimentaires, tous les élus depuis les communes jusqu'au Parlement européen, la FNSEA, vous voyez le truc, la France en miniature. De quoi on a parlé? Qui paye et qui reçoit les contreparties de la taxe carbone? On n'a pas parlé du prix du loyer. Et c'est pareil au niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous donnez une vraie valeur au capital naturel, vous êtes obligé de changer la répartition des revenus. Donc ce n'est pas un problème écologique, c'est un problème social et politique. C'est un problème de redistribution. Évidemment, personne ne veut payer. Et tout le monde veut recevoir. Et évidemment, les ministres de l'écologie qui aiment bien leur popularité, ils vous disent « Ah ben non, on va faire de l'écologie qui n'est pas punitive, hein, personne ne va payer ». C'est pas vrai. Si on veut vraiment être à l'ampleur de ce qui est exigé, c'est un changement complet, il faut changer complètement le système énergétique. C'est énorme comme changement. Et bien ça, il faut introduire une nouvelle valeur, et introduire un prix pour le climat, ça veut dire changer la répartition des revenus. Quand vous êtes à l'intérieur d'un pays, ça veut dire entre les acteurs du pays. Si vous êtes dans un cadre territorial, ça veut dire entre les acteurs du territoire. Et si vous êtes dans un cadre mondial, comme on est à la fin d'année, c'est un vrai problème de redistribution entre les différents pays. Et si on veut rentrer un tout petit peu plus en détail, j'ai encore 2 minutes. J'étais sûr. Alors, si on rentre un tout petit peu plus en détail, c'est pas uniquement pays riches, pays pauvres. Parce que il y a une façon un peu primaire de représenter le monde. C'était un peu le monde de Kyoto. Vous avez les pays riches et les pays pauvres. En fait, vous avez 4 grands joueurs dans la négociation climatique. Vous avez les vieux pays riches, ou disons les pays qui ont atteint ce niveau de richesse aujourd'hui. Ça fait à peu près 1 milliard d'habitants sur la planète. C'est nous. Si nous, on n'est pas capable de démontrer aux autres que, compte tenu des moyens qu'on a, des techniques qu'on a, des politiques qu'on a, on n'est pas capable de très rapidement réduire très fortement nos émissions de gaz à effet de serre sans faire écrouler notre niveau de vie, on ne va jamais être crédible auprès des autres. À l'autre extrémité, vous avez 1,1 milliard d'habitants qui habitent dans des pays à très faible revenu. Pays d'Afrique subsaharienne, certains pays d'Asie centrale, là-bas, c'est la misère. Les gens, ils n'ont pas accès ni à l'énergie moderne, ils n'ont généralement pas accès à l'électricité, ils n'ont pas accès du tout à la médecine. Bon, je crois que vous êtes médecin. Alors, eux, évidemment, ça n'a pas de sens de dire que vous allez contribuer à l'effort de réduction. Et puis vous avez, entre les deux, 5 milliards d'habitants aujourd'hui qui habitent dans des pays intermédiaires. Et c'est ça le gros problème aujourd'hui, c'est en matière de climat, c'est 5 milliards avec la Chine, l'Inde, le Brésil, ces pays émergents ont vécu dans les 3 dernières décennies de la mondialisation ce que nous avons vécu dans l'après-guerre. L'âge d'or, un âge de croissance extraordinairement rapide qui augmente très rapidement les émissions de gaz à effet de serre. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer ces pays-là dans une démarche qui ne coupe pas évidemment leur développement, mais qui réduise leur appel aux fossiles. Et le pays qui est au cœur aujourd'hui de cette problématique-là, c'est la Chine. La Chine est aujourd'hui l'acteur central de la négociation climatique internationale. Quand on a négocié le protocole de Kyoto, entre 1995 et 1997, l'acteur central, c'était les États-Unis. Du reste, les Européens ont été marginalisés. Là, l'acteur central, c'est devenu la Chine, c'est plus les États-Unis. Alors, en plus, comme il faut un peu d'un condominium. Et puis, il y a un 4e groupe de pays que j'ai annoncé, et je m'arrête après, qui est très important, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est des pays producteurs et exportateurs d'énergie fossile. Vous avez 350 millions d'habitants dans le monde qui sont dans des économies qui sont basées sur l'extraction, la transformation et la vente, la valorisation du pétrole, de plus en plus du gaz et du charbon. Vous voyez comment on fait avec ces pays? Donc c'est ça, là on rentre dans les vraies questions. Bon. Alors, est-ce qu'on peut attendre quelque chose de Paris? Moi je dis,
ce qu'on peut attendre de quelque chose de Paris, c'est que le calendrier suivant, c'est 2015, on doit poser les bases d'un accord qui rentre en vigueur en 2020. On peut espérer qu'entre 2015 et 2020, on trouve une forme de tarification internationale du carbone dans lequel tous ces pays rentrent. Et la vraie question, c'est la redistribution. La vraie question, c'est combien est-ce qu'on est prêt, nous, à envoyer aux 1,1 milliard d'habitants qui sont à très faible niveau de vie. La question, c'est est-ce que demain, l'Arabie Saoudite, le Koweït, qui sont des pays qui jusqu'à présent disent « Ah ben nous on n'est pas concernés par le changement climatique », est-ce qu'ils vont rentrer dans une coalition? Il faut trouver les moyens que pour eux ça soit intéressant. Si on leur dit « Vous rentrez dans la coalition et puis demain vous n'avez plus de ressources pétrolières », ça ne suffit pas, vous voyez. Bon. Et puis, la question centrale, c'est comment est-ce qu'on fait aujourd'hui avec l'Inde, avec la Chine, c'est quoi les transitions possibles pour ces pays-là? Et nous, on n'est absolument pas crédibles, tant que nous-mêmes, on n'est pas capables chez nous de faire des transitions énergétiques très rapides dans le bas carbone. C'est ça. Et la tarification environnementale, ça permet de faire des redistributions importantes entre pays. Frédéric Surville, revenons au local. Est-ce que tout ce que vous avez vu, lu sur la météo, sur l'histoire, est-ce que ça peut nous donner des enseignements pour les années à venir? Moi, j'aurais plus envie de parler des catastrophes. C'est-à-dire que quand on regarde les catastrophes, souvent, ça occasionne des changements brutaux. Et alors, ce sont d'abord des catalyseurs. Hein, bon, on parlait de Xintia tout à l'heure, où ça a été une prise de conscience des élus de la problématique de l'urbanisation, des défenses à la mer, etc. Le tsunami de Fukushima, ça a été une prise de conscience de la nécessité peut-être de bien réfléchir à l'installation des installations sensibles à proximité de la mer, par exemple. Mais on a des cas qui sont aussi assez étonnants. Je parlerai par exemple de l'ouragan Katrina qui avait sévi à la Nouvelle-Orléans. Et finalement, le chaos qui s'est créé à la suite de cet événement a amené un certain nombre de bouleversements, et notamment, alors ça va paraître bizarre raconté comme ça, mais la disparition de l'enseignement public au profit du privé. Alors je m'explique. Le parti républicain voulait depuis belle lurette changer la politique d'enseignement et favoriser le privé en Louisiane, et il se heurtait à des problèmes politiques, avec le chaos généré par les inondations à la Nouvelle-Orléans. Il y avait d'autres priorités à faire que s'occuper de l'enseignement, et à ce moment-là, on a pu faire passer des décisions politiques qui ne pouvaient pas l'être en temps normal. En urgence. Je prends d'autres exemples. Le tsunami de Noël 2004 qui avait ravagé la Thaïlande et tout l'océan Indien. Au Maldives, vous aviez des zones, des territoires que les autorités voulaient récupérer pour créer des hôtels, et les pêcheurs refusaient de partir. Et là, après le tsunami, on leur a expliqué que c'était dangereux de vivre dans ces endroits-là. Et une fois qu'ils ont été évacués, on a pu lotir les 10 hôtels. Donc ça, c'est la rupture qui permet parfois, à bonne ou mauvaise escient, des modifications. Dernier exemple, et ça c'est un truc qui est récurrent, c'est que les catastrophes amènent parfois aussi l'arrivée d'évangélistes, je pense au tremblement de terre d'Haïti, qui viennent apporter des secours, mais aussi faire du prosélytisme. Donc parfois, on va avoir des modifications sociales, culturelles qui vont être induites par ces problèmes-là. Maintenant, pour répondre à la question de départ, là, c'est vrai, j'ai été un peu provocateur, je reconnais, mais c'est vrai que il y a un réchauffement des mers, et qu'il semblerait que depuis quelque temps, les ouragans soient de plus en plus fréquents et de plus en plus puissants. Et bon, il faudra voir sur le long terme, encore une fois, si on a des séquences suffisamment nombreuses pour pouvoir en parler en termes statistiques, ou si c'est simplement des épiphénomènes qui sont
dont le hasard fait qu'ils coïncident dans le temps. Et c'est vrai que l'urbanisation, et j'y reviens, fait que ces catastrophes maintenant ont des coûts très très importants. Le cas de l'ouragan Sandy qui a sévi en 2012 à New York, un coût de 50 milliards de dollars. L'urbanisation, alors là on parlait surtout des problèmes de tempêtes maritimes, mais on a aussi toutes les inondations. Ces dernières années, on a été confronté à Draguignan, Vaison-la-Romaine, etc. Bon. Ces phénomènes ont toujours existé, mais du fait de l'absence d'entretien des ruisseaux, du fait d'urbanisation des terrains, du fait de ces paramètres-là, ça prend des proportions maintenant plus importantes. Alors on ne sait plus la catastrophe, est-ce que c'est l'événement climatique en lui-même qui est anormalement fort, ou est-ce que c'est aussi une urbanisation qui n'est pas adaptée, où on a été trop négligent, et qui fait que la conjugaison des deux fait que le résultat est catastrophique. En tout cas, en termes de coûts pour les sociétés d'assurance, c'est vrai que c'est peut-être une réponse, plus les années passent et plus le coût des catastrophes naturelles augmente. Je peux dire un mot? Oui, parce que, un mot. Non, On va passer la parole. sur les ouragans, ce que dit le 5e rapport du GIEC, c'est qu'effectivement aujourd'hui, les climatologues ne sont pas en mesure de conclure. On est vraiment sur une partie. Autant, je pense que tous les climatologues vous disent bien qu'il y a un lien entre l'accumulation du CO2 et le réchauffement moyen. Sur les ouragans, il y a encore incertitude. Donc là, ce que vous dites sur l'urbanisation me paraît très important. Vous voyez bien que les choix qu'on fait en matière d'organisation des villes, où vont vivre de plus en plus, une part de plus en plus importante de l'humanité, sont très prégnants sur, la quantité de CO2 qu'on va émettre, parce qu'on sait très bien que la ville qui se répand très loin autour du centre-ville émet beaucoup plus de CO2 via les consommations énergétiques que la ville ramassée. Bon, ceci dit, les modèles urbains de villes ramassées ne sont pas toujours très sympas à habiter. Hein. Je ne sais pas, moi, une fille qui habitait 2 ans à Hong Kong, quand vous êtes au 40e étage et qu'en face de vous, il y a une autre tour de 40 étages, il y a peut-être d'autres trucs plus bons. Mais, et puis, la façon dont on met ou pas de la richesse, dont on expose de la richesse, soit à des crues, soit à des grandes marées, c'est évidemment un point tout à fait important. Et dans l'augmentation du coût des catastrophes naturelles, il y a très largement des choix, souvent relativement discutables, voire irresponsables de l'urbanisation. Il y a un dernier point que vous avez dit qui me paraît très important, c'est le rôle des défenses naturelles dans la régulation des fleuves ou des raz-de-marée. Il faut savoir qu'une mangrove, c'est quand même généralement beaucoup plus efficace et beaucoup plus riche sur le plan de la ressource locale qu'une digue en béton. Or, les choix qu'on a fait, et c'est la même chose que vous dites sur la crue à Vaison-la-Romaine, c'est que lorsque vous bétonnez tous les vous perdez cette richesse de défense du capital naturel. Donc ça, je pense que là, au moins, on est complètement d'accord. J'ai juste une dernière petite question. Est-ce que le complot climatique aura une suite? J'ai attaqué. Si vous voulez, maintenant que j'ai décidé, j'arrive à un certain âge, ça vous a pas échappé. Donc, ma carrière d'écrivain est quand même limitée par l'espérance de vie. Moi, je ne fais pas partie des Californiens qui pensent qu'on est devenu immortel. Alors, je vais alterner un roman, un essai. Donc là, le prochain, c'est pas un roman, c'est un essai sur le 15 mai, le reste, qui s'appelle Le climat à quel prix, c'est un tout petit bouquin. Bon. Et puis, j'ai attaqué quand même un roman d'après, mais ça n'a pas été une suite. D'accord. C'est pas une suite, c'est un. Je vais peut-être. Il y aura peut-être un petit bout qui va se raccorder, mais ça sera. Je ne peux pas raconter rien. Bon, très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans le public?